garde Louis Nogès. Louis, je vous garde avec moi. Et je vais demander à Vincent Perrin, Philippe Chatalik, Mathilde Guillou et Dimitri Inokovic de me rejoindre. Et je vais en profiter pour présenter Vincent Perrin, qui n'a pas encore pris la parole, IBM Watson AI Technological Leader, membre of the IBM Technological Expert Council France. Merci. Maestro. Je préfère dire maestro, c'est plus sympa. Cher Président, je t'en prie. Je vais essayer d'incarner quelqu'un que je respecte beaucoup, qui s'appelle Michel Serres, qui racontait une anecdote qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale. La Royal Air Force, qui combattait la Luftwaffe, avec d'un côté des Spitfire et de l'autre côté des Messerschmitt, se cherchait à diminuer ses pertes. Alors, il y avait les pertes en matériel, c'est pas trop grave parce que les usines en fabriquaient, mais les pertes humaines de pilotes, ça c'était extrêmement grave et précieux. Donc, ils se sont posé la question de savoir, faut-il renforcer ou non le blindage de nos avions, de nos Spitfire? Alors, ils avaient des données qu'ils ont collectées et ils ont consulté un mathématicien pour les aider à prendre la décision. Il est revenu assez rapidement vers eux et leur a tenu ce langage. Il leur a dit, voilà, quand on regarde les impacts de balles, il s'agit de mitraillage, on n'était pas aux roquettes et à ce genre d'instruments, on constate que sur la partie moteur, il y a peu d'impact en comparaison du reste du corps de l'avion, c'est-à-dire des ailes, de l'empennage du corps, où là, il y a beaucoup d'impact. Et c'est pourquoi je recommande de renforcer le blindage sur la partie moteur. Étonnement autour de la table. Alors on l'a sommé de s'expliquer. Il a dit, écoutez, c'est très simple. Les avions qui ont eu beaucoup d'impact sur le moteur, ils sont au fond de la Manche. Ils ne sont pas dans vos données. Et c'est pour ça que Big Data ou Big Data, est-ce que l'intelligence artificielle aurait trouvé ce mode de fonctionnement et de décision? Alors, je vais juste un deuxième exemple qui est très simple. Vous avez peut-être tous entendu parler du chatbot Tail. Alors, chatbot, pour ceux qui ne sauraient pas, donc bot, c'est le diminutif de robot, et chat, c'est bavardage. Donc, ce sont des robots de bavardage. Microsoft, en 2016, a lancé un robot de bavardage sur Twitter. Ils l'ont retiré au bout de 24 heures parce que voilà le genre de tweet que le robot distillait. Même si votre anglais est approximatif, vous sentez bien qu'il y a un problème. Je ne traduirai pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Un groupe d'activistes a décidé de lui pourrir la vie. Donc ils ont pourri le dialogue et voilà ce qui ressort. Alors les Américains ont une formule, un classique, c'est GIGO, garbage in, garbage out. C'est-à-dire si vous donnez un algorithme des trucs pourris, vous avez des résultats pourris. J'en dirai pas plus. Juste un autre petit mot sur ce que tu disais sur, je veux dire, Spitfire et comment dire, Luftwaffe. Je vous recommande à tous et à toutes, alors vous en particulier des métiers du conseil, un film absolument fabuleux qui traite exactement de ce sujet, qui est le sujet qu'à un moment donné, les armées anglaises pendant la Seconde Guerre mondiale ont un vrai problème, c'est qu'effectivement il y a trop d'avions qui tombent. Et ils s'aperçoivent très vite qu'il y a peut-être effectivement des problèmes techniques, mais qu'il y a surtout des problèmes humains. Et il y a des problèmes de management à l'intérieur des escadrilles. Et il y a un film fabuleux qui a été tourné par un monsieur qui s'appelle Henry Ford, qui a fait quelques films un peu connus, produit par Darrell Zanuck, avec tous les grands comédiens de l'époque, qui s'appelle 12 O'Clock High. En français, avec une traduction un peu bizarroïde, je crois que c'est L'Homme de Fer. Il y a eu un autre film de Vajda qui s'appelait L'Homme de Fer. Regardez ce film. Vous avez véritablement la reprise en main, si je puis dire, d'une escadrille, d'une équipe, parce que ce que je dis là, d'une escadrille, s'applique à n'importe quelle équipe, et la remise, je dirais, de cette équipe en confiance pour que des choses se passent mieux. C'est une fabuleuse histoire, je dirais, du monde.
Et je crois que c'est vraiment important qu'on soit capable de, aussi, au-delà du data, de la big data ou du little data ou je ne sais pas, de montrer que par l'aventure humaine, on fait bouger les choses. Vincent Perrin, allez, à vous de jouer. Parce que vous êtes, jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de parler. Vous êtes le premier témoin de cette nouvelle séquence. Bonjour à tous et merci d'avoir l'honneur d'échanger avec vous sur ce sujet. Effectivement, la notion de données est extrêmement importante. Il faut bien considérer aujourd'hui et l'intelligence artificielle nous a fait rentrer dans une nouvelle ère. En 2016, un magazine américain Wired avait cité la fin du code. L'intelligence artificielle, alors, il y a eu des définitions qui ont été échangées ce matin. Moi, j'aime bien on est rentré dans une phase d'apprentissage. La machine apprend et la machine s'adapte. Pour apprendre, comme on le fait tout à chacun, elle a besoin de données. Et ce qui était très justement dit à la fin de l'introduction sur le Spitfire, vous pouvez avoir le meilleur data scientist, le modèle qui va être sorti de machine learning ou d'intelligence artificielle dépendra des données. Si je n'ai pas de bonnes données, je n'aurai pas un bon résultat. Si j'ai des données qui sont biaisées, j'aurai un modèle qui sera par essence biaisé. Et ça, c'est un élément important à considérer dans cette approche de Big Data. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'intelligence artificielle. Il y a aussi l'humain qui a cette vocation à préparer la donnée. Il y a un livre qui vient d'être francisé et qui vient de sortir dans le commerce de Cathy O'Neill. En américain, c'est Weapon of Math Destruction. Donc elle a pris les armes de destruction massive. En français, je ne sais plus, je crois que c'est algorithme, la bombe à retardement. Et elle donne plein d'exemples. Et ça, c'est intéressant à illustrer. Plein d'exemples sur une mauvaise utilisation de la donnée ou une mauvaise interprétabilité de la donnée qui peut être faite. Et je pense que ce qui est important, et ça a été repris par le groupe d'experts de la Commission européenne, c'est que l'humain doit être en contrôle de l'intelligence artificielle, et j'irai même plus loin, l'humain doit garder un œil critique sur le résultat de l'intelligence artificielle. Parce qu'en fonction des données, on peut lui faire dire n'importe quoi. Effectivement, on aurait pu dire il faut que je renforce les zones où il y a le plus d'impact. En fait, les données qu'ils avaient prises, c'était les Spitfire qui revenaient à leur base. Donc forcément, ceux qui ne revenaient pas, ils étaient au fond de l'eau. Donc ça, c'est 7 points importants. Après, il y a un autre élément, c'est que l'intelligence artificielle, elle est aussi là parce qu'on a les données. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que dans un certain nombre de cas, les entreprises collectent énormément d'informations et seule l'intelligence artificielle est capable d'analyser ces informations, de trouver, de par ces différents signaux faibles, une prédiction, une recommandation, un conseil. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé en introduction qu'on parlait d'intelligence augmentée. C'est vraiment là qu'il faut positionner la machine. Et c'est aujourd'hui ce qu'on est capable de faire. On a parlé d'intelligence narrow ou verticalisée. On est capable de bien complémenter l'homme aujourd'hui dans les solutions qui sont faites sur des choses extrêmement métiers, extrêmement focalisées. L'intelligence artificielle qui est capable de faire de la désambiguïsation sur tous les domaines, ce qui est déjà pas facile pour un humain, on en est encore très très loin. Et globalement, on n'est même pas sûr d'avoir aujourd'hui des outils mathématiques et philosophiques ou intellectuels pour pouvoir mettre en place ce type de solution. Donc cette notion de biais est importante, mais je crois qu'on en reviendra dans la partie éthique, parce que ces données-là, il faut les prendre en compte. Merci. Philippe Chatalik, un micro vous attend. C'est bon. Votre témoignage. Alors, comme il vient d'être dit, on est dans une ère où l'apprentissage a pris une place prépondérante et on sait que ces algorithmes d'apprentissage, ils nécessitent énormément de données et on s'inquiète aujourd'hui, comme c'était mentionné dans la partie précédente, du rôle croissant des grosses entreprises, des GAFA, qui s'accaparent toutes ces données, souvent à l'insu des utilisateurs. C'est un point de vue, mais il y a aussi d'autres choses qui existent, alors qui sont peut-être moins frappantes, beaucoup plus lentes. Moi, une chose qui me revient toujours en tête, c'est que une des plus grosses bases de connaissances, et Dieu sait si on manipule des connaissances, à l'heure actuelle, c'est probablement le web, qui fédère des tas et des tas d'informations de toutes sortes. Malheureusement, ces informations, elles sont décrites dans des formats qui les rendent peu accessibles. Alors, il y a des gens qui travaillent sur comment essayer d'extraire des informations à partir de ça. Le web, il a une caractéristique assez importante, qui est que ces informations sont complètement distribuées, réparties.
Elles sont parfois vraies, parfois fausses, il y a un peu de tout, on trouve le meilleur comme le pire. Mais cet aspect de distribution de l'information est quelque chose d'assez intéressant. Et ça fait déjà pas mal d'années qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui ont proposé des idées directrices pour essayer de faire évoluer ce web et de faire en sorte qu'au lieu de simplement partager des pages HTML, on puisse partager des choses plus riches, des données, ou des informations ou des connaissances sur ces données. Et donc, il y a des systèmes qui ont été proposés pour essayer de normaliser la présentation des données et surtout les annotations sur ces données pour essayer de leur donner plus de sens ou d'avoir des moyens de les exploiter de façon un peu plus intelligente. Alors, il y a un certain nombre notamment de standards qui ont été proposés. Je parlais tout à l'heure dans l'application sur le fact-checking de RDF. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de plein de technologies. Il y a des langages un peu plus évolués qui essayent de décrire aussi comment sont organisées ces données, comment elles sont structurées, comment on peut les classer. Alors, il ne s'agit pas de classification faites automatiquement, plutôt des classifications qui sont proposées par les humains, encore qu'il y a des travaux qui essayent d'apprendre automatiquement des classifications. Et l'intérêt d'avoir ces standards, c'est de rendre toutes ces données opérables. Et donc ça me semble être une perspective qui est intéressante de participer à l'évolution de ce web des données et des connaissances en utilisant des standards qui permettent d'améliorer l'utilisation croisée de ces données et aussi d'effectuer des raisonnements. Parce que quand on décrit des schémas avec suffisamment de précision, on peut arriver à extraire par des mécanismes de raisonnement automatique des informations qui ne sont pas explicitement données ou pas directement le croisement de quelques données. Et donc ça a des applications dans des tas de domaines. Des grandes applications directrices, c'est d'essayer de donner un peu plus de sémantique à nos moteurs de recherche, de manière à ce qu'on ne se limite pas aux résultats qui sont associés par des mots-clés ou des associations assez simples. Et il y a des tas d'applications, donc on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça me semble vraiment quelque chose qui est intéressant de par l'aspect distribué sur le web. N'importe qui peut apporter ses contributions, ses données, et on peut faire des processus plus ou moins automatisés qui formatent des données exprimées dans des formats très divers pour essayer de les rendre plus accessibles. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Mathilde Guillot ? Alors, la réflexion qui m'est venue sur ce sujet, puisqu'on parle de biais et d'insuffisance, donc on a compris l'intelligence artificielle, c'est la méthode, et les datas sont la matière. Donc, la question ou la réflexion que moi j'ai eue sur ce sujet, c'est plutôt de savoir où sont les biais. Puisqu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, d'ailleurs c'est un abus de langage, il vaudrait mieux parler d'algorithmes d'intelligence artificielle, sont conçus par certaines personnes, certaines catégories de personnes, par des hommes principalement, et non pas par des femmes, et sans vouloir avoir des propos féministes, parce que je ne veux pas me faire insulter par le robot qui a donné lieu à de magnifiques phrases qu'on a vues précédemment. Je voudrais simplement soulever la question de l'équilibre et des aspects démocratiques de l'accès à la conception de ces programmes, ainsi qu'à la constitution des bases de données nécessaires à leur exploitation. Donc, ce que je perçois, et en miroir finalement de ce que je peux vous proposer, de ce qui se ressort de cette salle et de ces échanges, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de croyances, un certain nombre de peurs, un certain nombre de projections, un certain nombre de transferts qui sont faits par chacun d'entre nous sur ce sujet, et que donc ça préfigure probablement de la manière dont on va exploiter ces outils. Et je vous propose une réflexion et un questionnement sur comment nous organisons-nous et quelle gouvernance proposons-nous à la fois à la consolidation de ces informations, à la construction des algorithmes d'intelligence artificielle pour les exploiter et à la diffusion des informations qui en ressortent, puisque mes propos précédents étaient liés à une humanité augmentée, et non pas augmentée pour se dominer les uns les autres, mais augmentée pour résoudre les problèmes de l'humanité, puisqu'on fait tous partie de cette même humanité. Donc, pour éviter de rentrer dans des débats contradictoires ou opposés, ma vision du monde serait plutôt de savoir comment nous répartissons-nous l'effort qui est à produire, et rapidement, d'après ce qu'on comprend dans les graphes exponentiels qui nous sont proposés, pour se constituer, nous, ensemble, en tant que décisionnaires de ce que ces choses feront pour nous, avec nous, par nous, et non pas contre nous.
Voilà. Merci beaucoup. Dimitri Nokovic. Je pense qu'en fait, il faut parler de deux choses très différentes. Il faut parler de l'IA et du big data dans le monde de l'entreprise, et puis au niveau de la société civile. Et on est sur des problématiques qui sont totalement différentes. Je voudrais aussi dire qu'il y a un mantra dans le monde, en Europe, en Amérique du Nord, une forme de conformisme par rapport à l'IA. Ce mantra, c'est Big Data, Deep Learning. Big Data, Deep Learning. Comme si finalement ces seules expressions résumaient tout. Dans le domaine de l'entreprise, une IA, et je parle de la cybersécurité, donc mon point d'expertise, les prérequis en termes de big data qui seraient nécessaires pour qu'une intelligence artificielle soit capable de répondre à la question qui a accès à quoi, pourquoi, sont impossibles à relever. Et ça fait 5 ans que le leader absolu essaye et n'y parvient pas. Et chez IBM, parce que j'étais chez IBM en 2013, il y a une présentation de Watson par Ginny Rometty, et derrière je lui ai envoyé un mail en disant « Tiens Ginny, j'aimerais bien échanger sur ce que j'ai fait en Saskatchewan ». J'ai eu lundi suivant, j'ai eu un appel. « Vous êtes qui ?» Sous-entendu, pour avoir osé contacter notre DS. Deuxième question, c'est qui votre manager? Sous-entendu, celui qui va vous virer. Troisième question, vous faites quoi au juste? Et j'ai eu des discussions avec 3 labs de R&D aux États-Unis et en Irlande, et on a échangé finalement sur l'IA. Donc Watson, la conception de Watson à l'époque était vraiment sur du big data, et une approche qui est plutôt fondée sur le deep knowledge. Donc je reviens sur la distinction entre big data et deep knowledge. Et puis, donc en fait, je disais, on n'a pas besoin de... Non seulement le big data n'est pas un prérequis pour être en mesure de livrer des résultats, mais en fait, ça risque effectivement d'être plus un problème qu'autre chose avec la notion de qualité de données. La standardisation des données, la qualité de la donnée, les efforts pour pouvoir l'administrer, la gouverner sont... à l'échelle d'une entreprise d'envergure mondiale, un enjeu quasiment impossible à relever. Donc on peut faire sans big data, mais plutôt avec, et sans deep learning, donc sans apprentissage, mais plutôt avec du deep knowledge. Et il y a une start-up qui a été fondée par un Français qui, comme son nom l'indique, s'appelle un cas une femme. Donc, il a fait une thèse très intéressante en 1996 sur des agents intelligents et sur des approches cognitives. Il a fondé une start-up spécialisée en IA biomédicale à San Diego. Et ça donne vraiment, il est totalement, donc c'est vraiment à l'opposé du deep learning et du big data. Donc déjà, il faut bien se rendre compte qu'au niveau des entreprises, c'est pas nécessairement la voie à suivre parce que donc c'est bon pour les vendeurs de solutions ou de consulting. Ça leur permet d'envisager des millions en solutions et en prestations de services, mais c'est pas forcément ce qui va vraiment donner la réponse. Maintenant, il y a effectivement la société civile. Et là, en termes de big data, donc c'est vrai qu'il y a une vidéo que vous devriez rechercher sur YouTube, A Good American. Et en fait, A Good American, c'est celui qui a conçu l'algorithme de la NSA avant l'affaire Snowden pour finalement prédire des troubles sociaux, des guerres, ce genre de choses. Et il y a des présentations extrêmement intéressantes de la conception de cet ensemble de bons Américains qui voulaient effectivement préserver la vie privée des citoyens américains et dont le travail a été détourné par la NSA pour réaliser un monstre. Alors, je dirais que par rapport à ça, Big Data,
pour prévenir la big data, déjà au niveau de la reconnaissance faciale, il faut se dire que ceux qui vont y échapper, c'est les chauves et les gothiques. Oui, les chauves et les gothiques. Il y a eu une présentation l'année passée à la BPI France de l'IA de Microsoft de reconnaissance faciale. Et on a bien rigolé parce qu'il y avait mon client, 45 ans, qui, selon l'IA de Microsoft et selon l'exposition, avait entre 35 et 70 ans. Et ce, avec finalement quelques secondes d'intervalle. Et puis, il y a une autre expérience de reconnaissance faciale qui était rigolote, avec finalement des gens qui étaient grimés. Et les IA étaient incapables finalement de reconnaître les formes du visage parce que le maquillage faisait que ce n'était pas considéré comme un humain. Donc, le seul point concernant le premier utilisateur, c'est que l'IA reconnaissait qu'il avait 70% de calvitie. C'était le seul point. Donc, les biais. En fait, on m'a demandé de réfléchir à une IA, à nos biomimétiques, qui induirait des biais. En fait, peut-être que des IA, des agents intelligents qui seraient des avatars, permettraient de faire un barrage finalement à ces intelligences monolithiques qui concentrent des informations sur les gens. Et moi, sur Facebook, je m'appelle Gigi Lamoroso, je suis né à Ouagadougou. J'ai fait mes études dans un pays totalement exotique et ma vie sur Facebook n'a absolument rien à voir avec ma vie civile. Donc finalement, les hackers et les gens qui prendraient l'IA de façon un peu malicieuse, comme ceux qui effectivement se sont amusés avec l'IA de Microsoft au point qu'au bout d'un week-end, elle a été décommissionnée, pourrait faire en sorte que le big data pour la société civile ne soit pas une big data. Donc il faut avoir un esprit de hacker, un esprit malicieux, et puis mélanger le vrai et le faux, de façon à ce que les IA de Facebook, Google et autres soient complètement perdus par rapport aux signaux faibles, faire en sorte que nos signaux faibles soient filtrés par une IA. Peut-être que c'est ça qui permettra de générer plus de biais et de rendre ces IA inopérantes. Merci Dimitri Novakovic. Louis Nogès, 2 mots pour conclure. Bon, alors, cher voisin, il y a un mot qu'il ne faut jamais employer, c'est le mot impossible. Je suis désolé, mais alors ça, une personne qui dit impossible empêche quelqu'un qui va démontrer 3 mois après que c'est possible. Et je crois que c'est vrai dans nos métiers et ce sera de plus en plus vrai, donc faites attention. Le mot impossible, je me méfie, je le sais de ne jamais l'employer. Alors, revenons sur le thème de Big Data. C'est vrai que l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le machine learning, a besoin de données. Mais la vague d'après qui est déjà là, qu'on appelle le deep learning, c'est un peu comme les gamins. Un gamin, il n'a pas besoin de voir 100 000 images de chats pour découvrir un chat. Il va très vite. Et aujourd'hui, et c'est là où moi je suis fasciné et inquiet, c'est que ça va à toute vitesse. Alors je reviens toujours sur mon exemple d'Alpha, du Go, parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut bien comprendre. La première version du logiciel était un logiciel de machine learning. On lui a fait ingurgiter des centaines de milliers de parties de Go qui avaient été jouées par des champions. Et après 3, 4, 5 ans d'efforts, ils ont réussi à gagner. Mais la version d'après, qui s'appelle AlphaGo 0, pourquoi 0 ? Parce qu'il y a 0 données préalables, a commencé à regarder les règles du jeu sans avoir jamais vu une partie jouée. Et en 3 jours, AlphaGo 0 a battu à plat de couture l'ancienne version qui était basée sur le big data, en 3 jours. Ensuite, et c'est des cas concrets, opérationnels, c'est pour ça que je suis très inquiet. Ce même AlphaGo 0 qui jouait au Go, on dit bien, les échecs. Pourquoi pas ? J'ai jamais fait d'échecs de ma vie. Il y a un jeu d'échecs, je ne sais plus comment il s'appelle, Starfish, je crois, qui est le numéro 1 des jeux d'échecs. Eh bien, il a battu Starfish en 2 heures, sans jamais avoir vu une partie d'échecs. Donc, la donnée, oui, mais ce qui est la vague d'après qui est déjà là, c'est où ces intelligences artificielles sont capables d'apprendre
sans données préalables et d'apprendre des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Et donc, il y a là un champ d'action opérationnelle aujourd'hui où la donnée est de moins en moins importante uniquement par regarder ce qui se passe, comme un gamin, quoi. Un gamin qui apprend à marcher, un gamin qui prend à sauter par-dessus ce truc-là, il se casse la gueule et puis il passe au-dessus, il n'a pas besoin de 50 000 histoires. Et donc, on est maintenant dans cette nouvelle vague de deep learning, appelons ça comme on voudra, où la donnée joue un rôle moins important. Et alors là, où est-ce qu'on va s'arrêter? J'en sais rien. Merci à vous toutes, à vous tous. On clôt cet avant-dernier chapitre.